Ce week-end, l'UFC de retour en France avec un nouvel événement à Paris qui aura comme main event Nassourdine Imavov contre Caio Borraio, et avec Louis et Elite de la Team Cage Spirit, nous allons vous donner nos pronostics pour cet événement. On commence du coup avec le co-main event Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi. Je vais commencer, puis après je vais vous laisser la parole. Moi je vais être assez clair. Pour moi c'est soit BSD soumet Ruffi, soit Ruffi le met KO. Si BSD soumet Ruffi, ça peut être dans les 3 rounds. Si Ruffi met KO BSD, pour moi c'est dans le premier round. Et du coup je vais aller sur l'issue la plus probable pour moi. Je vais aller sur le KO de Ruffi premier round. Voilà. J'ai du mal à forcément plus détailler que ça. Pour moi c'est soit BSD domine tout le combat, soit BSD domine tout le premier round et finit par le mettre KO à un moment ou à un autre. Ce qui va être bien, c'est que les deux vont forcément foncer l'un sur l'autre, les deux vont avoir le monopole du combat. Donc c'est là où ça va être intéressant, qui va prendre le dessus sur l'autre, savoir qui va avancer sur l'autre. Mais pour moi, je vais aller sur KO premier round de Mauricio Ruffi. Moi, je partirais plus pour Benoît Saint-Denis. Il revient d'une victoire contre Prépolek. Donc voilà, il a repris confiance. Il a vu qu'avec Nicolas Haute, ça fonctionnait. Donc là, il a moins besoin de prouver voilà, que ça fonctionne, voilà, il n'a pas besoin de mettre un KO éclair. Donc je pense qu'il sera plus stratégique. Ruffi, on le sait tous, c'est un prodige des fighting nerds. Il est très précis, il est aérien, il est puissant, tout ce qu'on veut bien. Mais je trouve que Ruffi l'a pas encore assez prouvé. Il a mis un KO à Bobby Green, mais tout le monde a un finish, tout le monde a un highlight sur Bobby Green. Donc voilà, après, il n'a pas que des KO premier round, même s'il est très puissant. Voilà, donc Benoît Saint-Denis, il est spécialisé contre les droitiers. C'est un gaucher qui kiffe bien les droitiers. Euh, Ruffi a pas encore affronté de gauchers pardon, spécialement. Benoît Saint-Denis, on sait tous qu'il a une jambe arrière puissante. Je pense qu'il va suivre le game plan de Nicolas Hodge. Je pense qu'il va l'emmener au sol. Je pense qu'il va lui mettre la pression, le contrer et le punir au sol le plus rapidement possible. Et je pense qu'il va aller soit sur une décision un petit peu ennuyante, mais voilà, pour se relancer, pour prouver qu'il est toujours là et pas prendre de risques. Ou alors, c'est possible, aussi je vois la soumission, ou si je suis pas le game plan, je pense qu'il se fera finir par KO, mais je partirai plus soit pour un finish un peu tardif, soit pour une décision peut-être un peu ennuyante, mais où il sécurise la victoire tranquille. Alors moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il y aura un finish dans les deux cas, peu importe qui gagne. C'est des gros finishers tous les deux. Je pense que ça ira pas plus loin que le deuxième round. Je pense que BSD est solide et qui tiendra le premier round face à Ruffi. Et je pense que inversement ça ira aussi. Je suis pas sûr que BSD arrivera à l'emmener au sol dès le début. Donc il l'amènera probablement, mais ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pense parce qu'il a quand même une très bonne défense de takedown, Ruffi. Et je vois probablement un KO TKO de Ruffi ou alors un TKO de BSD en grand end pound à la fin du deuxième round par exemple. Ok, moi personnellement du coup j'ai pas trop développé, mais bon de toute façon vous avez chacun dit un peu ce que vous voyez et surtout ce qui pourrait se passer dans les deux cas. Moi en fait je vois juste pas Benoît attraper Ruffi, en fait, tout simplement. Je vois juste pas Benoît attraper Ruffi. Après, je l'ai pas dit, mais pour moi la meilleure arme de Benoît ce sera ses coudes et ses genoux en clinch contre la cage. Pour moi ce sera vraiment la meilleure arme de Benoît, l'étouffer debout pour ensuite l'amener au sol, parce que sinon pour moi il arrivera pas à l'emmener au sol et j'ai peur que Ruffi le connecte avant qu'il l'emmène au sol, tout simplement. Ouais, moi je pense l'inverse. Je pense qu'il va réussir à l'emmener au sol et à faire un combat en le gagnant comme ça. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Wes. Franchement, j'espère vraiment que Benoît va gagner. Vraiment, je vais être à fond derrière lui. Mais mon côté réaliste me fait choisir Ruffi, malheureusement. On continue avec un Français qui va devoir accueillir un nouveau combattant à l'UFC. William Gomis va affronter l'ancien champion intérimaire du KSW, Robert Rouchala. 11 victoires pour une seule défaite. Sa seule défaite était face à Saladin Parnasse au KSW. C'est un nom très solide. Louis, je te laisse nous dire ce que tu penses de ce combat. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a l'avantage de taille et d'allonge pour Gomis. Donc c'est son premier combat à l'UFC pour Ushala. Néanmoins, il est sur 3 finishes. Donc KO, TKO sur ses 3 victoires, 3 finishes. Donc par KO ou TKO. Il a qu'une seule défaite donc, sur ses 4 derniers combats. Contre Parnasse, mais c'était par un finish au 5e round. Donc voilà, c'est pas si mauvais. Il a 2 combats en 2023, 2 combats en 2024, donc il est quand même assez actif. Néanmoins, il va affronter Gomis, donc voilà, qui est à l'UFC depuis plusieurs années. Gomis qui a 2 combats
en 2023, un en 2024 et un en 2025. Donc il reste plus ou moins actif. Il est là à tous les UFC Paris en gros. Il a néanmoins quand même une défaite en 2025, donc cette année face à Haider Amil par split décision. Gomis, il est sur 3 split décisions sur ses 4 derniers combats, donc victoire ou défaite. Gomis, il a plutôt intérêt à se relancer quand même assez, de façon assez forte et convaincante. Il est gaucher, Gomis il galère un peu plus sur les gens un peu ambidextres, comme Amil par exemple. Ruchala, il est plutôt ambidextre aussi, il switch de garde pas mal, il est pas forcément orthodoxe ou southpaw. Néanmoins, je vois quand même Gomis s'imposer à la décision. Je pense qu'il a besoin d'un finish, mais je pense que voilà, il a l'expérience de l'UFC. Il y a un game plan clair pour battre Ruchala que Parnas a déroulé. Donc voilà, je pense que Gomis peut le reproduire et va gagner à la décision. Il sait gérer ce niveau de pression, il l'a fait contre Brito et il va le refaire là, même si c'est un adversaire agressif, peu importe, c'est ce qu'il sait faire. Alors moi, je pense plutôt que Gomis va l'emporter aussi. Il a beaucoup plus d'expérience, de la plus grosse adversité. Maintenant, je vois une split decision, comme d'hab, avec Gomis. Il a prouvé de bonnes choses, il a montré de bonnes choses contre Brito. Si je m'abuse, c'est sa dernière victoire. Le problème, c'est qu'on n'est jamais certain de sa victoire. C'est très souvent des split decisions. Maintenant, là, il a tout ce qu'il faut pour gagner. Hein. Il va combattre un nouvel arrivant à l'UFC. Il a l'expérience, il a l'avantage physique. Donc je pense qu'il va réussir à faire le taf et j'espère plus qu'une split decision, mais je vois Gomis par split decision personnellement. Je vois aussi Gomis gagner ce combat. Gomis, en fait, je vais le voir gagner à la décision, je pense. C'est quand même quelqu'un qui, comme vous avez dit, va beaucoup à la décision. Il n'a pas forcément tant de finish que ça. Face à un Ruchala qui est quand même solide. Sa seule défaite, comme j'ai dit, c'est Parnas, c'était par KO. Maintenant, Ruchala, il prend beaucoup de coups au corps. Et c'est ça son problème, c'est qu'il peut... Parnas l'a mis KO comme ça. Parnas l'a mis KO au corps, et je pense que Gomis, qui est un combattant qui utilise beaucoup de front kick au corps, qui frappe souvent au corps avec ses kicks, je pense qu'il peut utiliser cette arme, c'est une de ses favorites, enfin de ses préférées, je pense qu'il peut l'utiliser face à Ruchala. Maintenant, Gomis, il sort d'une défaite, il a un nouveau gym... Peut-être qu'il va avoir un tout nouveau style de combat, qui va sortir du que je te touche, tu me touches pas de Fernand Lopez et du MMA Factory, c'est beaucoup le touche-touche. Là, avec Nicolas, ce sera peut-être totalement autre chose avec le Venom. Mais je vois quand même Gomis gagner. Pour moi, comme j'ai dit, décision, il est, je pense, meilleur que Ruchala. Je pense qu'il va l'accueillir comme il faut. Il faut une victoire pour re-avoir confiance. Si bat Ruchala, pour moi, il a encore 2 combats du top 15. Il sera en 5-1 à l'UFC. Ça m'étonnerait que même s'il gagne la décision, il soit cut. Donc je verrai Gomis. Par contre, je verrai peut-être un Gomis plus impressionnant que d'habitude. Je pense qu'on aura un Gomis qui tentera peut-être plus de trucs, ou en tout cas qui... Au moins, s'il prend les 2 premières rounds, sur le 3ème, il va se lâcher, je pense. Je pense qu'il va chercher le KO sur le 3ème s'il prend les 2 premières rounds. Et pour moi, on est sur un Gomis soit 30-27, soit sur un finish très tardif au dernier round sur des coups au corps. On continue avec un Français qui fait ses débuts à l'UFC et on est très content, en tout cas personnellement, je suis très content d'enfin le voir à l'UFC. Axel Sola, l'ancien champion Ares Lightweight 10-0 en carrière, fait ses débuts à l'UFC en short notice dans la catégorie des 77 kg, donc la catégorie du dessus. Il redescendra à 70 plus tard. Il affronte Rismaki. Rismaki, c'est un nom qui est en 1-4 à l'UFC. Il est sur une victoire à l'UFC. C'est son 2e run. Son premier run, il avait 2 combats de défaite face à Ramzat Chimaev et Alex Morono. Son 2e run, là, il est en 2-1 à l'UFC. 2 défaites face à Ange Loussa. Et j'ai plus le 2e nom, mais je vais l'avoir de tête. Et une victoire face à Frunza. Rismaki, c'est quelqu'un qui est très grand, très longiligne, il fait 1m88 pour 1m88 pour 1m98 de taille. Il est puissant des points, surtout du bras arrière. Si je dis pas de conneries, c'est un droitier, je crois. Il a un gros bras arrière. Par contre, c'est quelqu'un qui prend facilement la pression. C'est quelqu'un qui a très souvent le dos contre la cage. C'est quelqu'un qui a pas vraiment un bon sol. C'est quelqu'un qui prend facilement les takedowns. Mais c'est un profil qu'Axel Sola n'a jamais affronté. C'est une catégorie qu'Axel Sola n'a pas eu depuis très très longtemps, depuis son époque où il était au Brave, si je dis pas de conneries. Je crois qu'il était au Brave avant la race. Je me souviens plus trop. Maintenant, Axel Sola, c'est quelqu'un qui... C'est un lightweight, mais c'est un gros lightweight. C'est comme on en avait parlé justement avec Elite dans le podcast où on parlait de l'arrivée d'Axel Sola. C'est quelqu'un qui a un physique qui, pour moi en tout cas, ressemble beaucoup à celui d'Islam Makhachev.
C'est quelqu'un qui joue énormément de son physique en 70, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus solide, qui va frapper plus fort, qui va jouer beaucoup de pression contre la cage, qui va avoir un gros grappling vu qu'il vient du boxing squad et c'est un peu la spécialité là-bas. Pour moi, ça va être un combat vraiment compliqué, vraiment serré. Et quand je dis compliqué, c'est pour Axel Sola, mais c'est aussi pour Ismaki. Et je vais me mouiller. Ah, je sais pas. Allez, si je vais mouiller, je vais dire TKO. Ground and Pound, 3e round d'Axel Sola. Ouais, donc avantage de taille pour Maki, comme ça a été dit, combat en welter, pas en lightweight, mais bon bah comme moi cela dit, c'est un gros lightweight. Maki c'est 3 défaites par décision sur ses 4 derniers combats, 2 combats en 2 ans. Sola, bah, il reste quand même invaincu, 4 combats en 2 ans. Donc voilà, je pense qu'il y a un game plan assez clair qui est dessiné pour battre Maki. Donc voilà, je pense que même si c'est une catégorie au-dessus, ça va pas poser spécialement de problème. J'espère qu'avec le short notice, il y a quand même une stratégie, un minimum de game plan qui peut être mis en place. Néanmoins, même sans ça, je pense que enfin, voilà, c'est largement atteignable pour Axel Sola. Et je pense qu'il peut largement gagner à la décision. Et s'il le sent bien, un petit finish sur le dernier round. Moi, je vois plus une décision de Axel Sola. Rhys McGee a un avantage physique par rapport à Axel. C'est un plutôt gros welterweight, mais Axel est un bon lightweight. Hein, c'est même un très gros lightweight. Donc je pense que niveau physique, il devrait s'en sortir. Comme tu l'as dit, ouais, c'est pas quelqu'un qui a un énorme grappling, alors que Axel a franchement un très bon grappling. Il va pouvoir, j'espère, l'emmener au sol, le coller contre la cage. Je pense qu'il va faire une masterclass de gestion. Je le vois mal finir le combat. Je pense qu'il pourrait même se prendre une frayeur, comme il l'a fait contre Gilles Oudella, se prendre un sale crochet du gauche, prendre un knockdown, mais revenir, prendre les 2 autres rounds. Donc je pense que même s'il est fraîchement arrivé à l'UFC, il affronte un gars qui se prit des grosses bastos à l'UFC, alors que lui, il est quand même tout frais, et donc je pense qu'il va l'emporter à la décision. On continue avec un combat chez les 93 kilos où Marcy, qui va tenter de se refaire après sa défaite face à Alonso Menifield plus tôt dans l'année, va affronter Brenson Ribeiro, quelqu'un qui est sur l'alarme à l'UFC. Il est sur 2 victoires pour 3 défaites. S'il perd ce combat, il pourrait bien se faire virer. Donc, je pense que lui aussi a quelque chose à gagner. Lui aussi a quelque chose à perdre. Louis, je te laisse nous dire ce que tu penses de ce combat. Donc déjà, faut savoir que Ribeiro, il est très 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 actif. Donc il a 6 combats en 2 ans, à l'UFC qui plus est. Oumar Sy à côté de ça, c'est 3 combats en 2 ans, donc quand même 2 fois moins. Néanmoins, l'avantage de taille et d'allonge est pour Oumar Sy. Il était invaincu, il a juste perdu par décision donc pour son dernier combat. Après, ça reste pas terrible parce qu'il était quand même vu extrêmement favori. Mais il a quand même perdu. Mais je pense que néanmoins, il a quand même toutes les armes pour l'emporter. Et je pense que voilà, il a largement de quoi battre Ribeiro. Qui plus est, Ribeiro qui sort d'un KO en mois de juin. Donc voilà, je pense que Oumar Sy sera vainqueur. Il n'y a pas spécialement plus à argumenter. Et étant donné qu'il ressort d'un KO quand même assez récent, hein, mois de juin, c'était il y a 3 mois. Je pense que s'il gère bien, il peut le mettre KO aussi. C'est pas inaccessible. Voilà, Oumar Sy par KO, c'est mon pronostic. Je pense que Oumar, il a fait une sale contre-performance contre Menifield. Maintenant, ça nous en dit rien par rapport à son niveau parce que il a presque fait un non-combat et c'est pas passé grand-chose. Maintenant, Ribeiro, il s'est pris en effet un sale KO en juin. Donc peut-être le menton affaibli. C'est un gars actif en plus. Donc c'est le genre de gars qui a pas toujours le temps de préparer les meilleurs camps d'entraînement alors que Oumar, il a déjà eu un peu plus de repos, si je ne m'abuse. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'était quand son dernier combat. Les deux ont combattu en juin. Et ouais, même Oumar a combattu après Ribeiro. Ah oui. Allez, Oumar s'est pas pris de KO, contrairement à Ribeiro. Donc il n'a pas été affaibli physiquement, ce qui lui donne déjà l'avantage. Qui plus est, Oumar, c'est quelqu'un qui a vraiment le potentiel de monter dans la catégorie. Mis à part sa défaite, il a quand même roulé sur tous ses adversaires. Maintenant, je le vois aussi probablement par KO. Dans le 2e ou 3e round avec peut-être un grand and pound. Moi personnellement, je vais être assez direct, franc, je vois Oumar Sy de très loin. Brenson Ribeiro, c'est un striker principalement, il essaie quand même d'aller pas mal des fois au sol. C'est un mec qui essaie d'être bon partout, mais au lieu d'être bon à vraiment un endroit, vu qu'il veut se concentrer un peu partout, il est moyen partout, il arrive jamais à être excellent dans un des compartiments. C'est quelqu'un qui a des longs membres, notamment au niveau des jambes, il joue beaucoup avec ses kicks, et il joue beaucoup de son avantage d'allonge, que ce soit avec les bras ou les kicks. Généralement, le seul problème pour lui, c'est que cette fois-ci, il n'aura ni l'avantage d'allonge aux jambes, ni aux bras, face à Oumar Sy, qui est celui qui a la meilleure allonge chez les light heavyweight, si je dis pas de conneries, 2m6.
Oumar Sy, faut qu'il joue de son sol. J'en ai marre, j'ai l'impression de me répéter comme j'ai fait avec Kevin Jousset. C'est un mec qui est tellement bon au sol, qui s'est dit, vas-y, je vais m'améliorer mon striking, je vais jouer principalement avec mon striking. Et il n'arrive pas à gagner principalement avec son striking. Il a fait un combat presque 100% striking face à Alonso Menifield et il a perdu à cause de ça. Il aurait eu son grappling, il aurait soumis Menifield. Et pour moi, il n'y a aucun débat sur ça. Il doit se concentrer sur son grappling. Dans une catégorie où il manque énormément de grappleurs, il faut que Oumar Sy se concentre sur son grappling. Il peut devenir de très loin le meilleur grappleur de la catégorie. Et un bon grappling peut te donner facilement la ceinture. On a pu voir ça avec Khamzat Chimaev chez les 84 kg. Pour moi, Oumar Sy doit se concentrer dessus. Et je pense, j'espère en tout cas qu'il va revenir avec ses bases face à Redson Ribeiro. Il est de loin favori. C'est pas anodin, il doit pour moi soumettre Brandon Ribeiro et il va soumettre Brandon Ribeiro. Moi je partirai sur une soumission deuxième round de la part de Oumar Sy. Pour moi on va partir sur un premier round assez touche-touche, on va regarder l'autre et deuxième round ça part dans les jambes, étranglement arrière, on n'en parle plus. Soumission Oumar Sy, deuxième round. On reste dans la même catégorie des 93 kg avec Modestas Bukauskas qui va affronter notre vieux père Paul Craig. Bon écoutez, je vais pas développer, je vais vous en dire plus tard. Pour moi on va commencer avec Elite. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? J'ai pas grand chose à dire sur le combat. Maintenant, je vois quand même Bukauskas parce que Paul Craig il commence à être vieillissant. C'est un gars qui a pris des sales défaites. Il a une belle victoire contre Ankalaev, hein, mais bon, c'est plus de la chance qu'autre chose, je pense. Ankalaev qui a tapé à la dernière seconde du combat. Bukauskas, il est plus frais que Paul Craig. Je pense voilà, qu'il va gagner à la décision contre Paul Craig, voilà. Bon, moi personnellement, pour moi on est dans un combat assez simple en vrai à pronostiquer, enfin simple et pas simple, c'est-à-dire que ça peut ressembler à Benoît Saint-Denis contre Maurice Churofi. Pour moi, soit Modestas Bukauskas le met KO, soit Paul Craig le soumet. Paul Craig, c'est assez simple, c'est soit il obtient soit il gagne le combat, soit il perd le combat, mais par contre tous ses adversaires reçoivent un bonus de la soirée. Donc en fait, c'est soit il gagne, soit il se fait mettre KO, Paul Craig. Et à part évidemment Bonical, hein, on se demande pourquoi, je vais partir ici sur le mec que je veux voir gagner. Je vais partir sur un KO de Modestas Bukauskas et je vais aller sur un KO premier round. Parce que je pense que Paul Craig il se fait vieux, je pense que Paul Craig a un menton qui est pas si bon que ça. Je pense que Paul Craig peut se faire mettre KO comme il a pu se faire mettre KO notamment face à Caio Borraio. Et je pense que Bukauskas peut lui mettre un moche KO qui ressemble beaucoup à celui-là. Et du coup, je vois Bukauskas quand même assez solide. Il est en 5-1 dans ce deuxième round à l'UFC. Donc moi, je le vois passer en 6-1. Je le vois se rapprocher du top 15. Prochain combat top 15 pour moi. Et voilà, victoire par KO de Modestas Bukauskas pour moi. Pour moi, je ne vais pas spécialement plus détaillé. Je vois Bukauskas aussi vainqueur par KO. Voilà, Paul Craig, dès que c'est quelqu'un d'un autre calibre, quelqu'un d'un petit peu fort, Volkan Ozdemir, Caio Borralho ou peu importe, tous les prospects un peu de la catégorie lui passent dessus. Je pense que ça va être la même chose. Il est vieux, il prend un KO dès que quelqu'un tape un petit peu fort. Donc voilà, je pense que ça va être la même chose. Je vois bien un KO dans le premier ou le deuxième round. On continue avec un combat qui intéresse énormément les gens, que ce soit les Français ou les francophones en général, car c'est peut-être le meilleur combattant belge aujourd'hui, Lawson Keita, 16-1 en carrière, sa seule défaite était sur une blessure. Le double champion de l'Octagone, enfin en tout cas l'ancien double champion de l'Octagone featherweight et lightweight fait ses débuts à l'UFC et il affronte pour son premier combat le numéro 11 de la catégorie des featherweight et surtout le plus grand combattant à ne jamais avoir foulé la cage au Bellator, Patricio Pitbull, lui aussi double champion au Bellator. Vieux briscard contre nouvelle gêne. Problème de Lawson Keita, c'est son grappling. Problème de Pitbull, c'est qu'il se fait vieux. Pour moi, on est soit sur un Pitbull qui arrive à gérer le combat, comme il a pu faire face à Danny Gay, et on irait sur une décision de Patricio Pitbull, ou alors pour moi, on va partir sur le scénario que je pense. KO, round... Oh, attendez, je sais pas. Allez, KO round 2 de Lawson Keita pour moi. Je pense qu'il est trop rapide, qu'il frappe trop fort, et que Patricio Pitbull, il se fait vieux, il a eu des guerres. Face à Danny Gage, je dis qu'il a bien géré, mais il a quand même pris des coups. Avant ça, il perd face à Yair Rodriguez. Pour moi, Lawson Keita, il n'y a personne qui va frapper plus fort que lui chez les 66 kg. Ça, en tout cas, allez, à la limite, Jean Silva si tu veux. Mais c'est même pas pour moi Lawson Keita. Je vais casser la glace aussi, enfin j'ai brisé la glace. Je vois Keita par TKO, voilà, parce que il est plus jeune, il a qu'une seule défaite à cause d'une blessure au pied, enfin il me semble. C'est ça, ouais, c'est ça. Pitbull il a 38 ans, donc voilà, 38 ans c'est déjà très âgé. Lui il a fait des guerres contre Michael Chandler, voilà, il prend tout le temps des coups. Il a plusieurs défaites, on sait comment le battre. Il a été battu là il y a pas si longtemps par Yair Rodriguez. Le game plan il est offert. Keita il est plus vif, plus explosif.
explosif. Il peut et il va lui faire mal et il va le dominer, enfin et ou le dominer parce que je vois donc un TKO, voilà, trop de puissance, trop de coups, Pitbull il en veut plus et voilà, KO technique, le combat il est arrêté. Voilà, donc je le vois plutôt sur le deuxième round aussi, un petit round d'observation, ça commence à toucher et voilà, ça fait mal au deuxième et c'est fini. Ouais, Donc, bah, je suis voilà. assez d'accord avec vous. Bah, déjà, je vais être très chauvin parce que forcément, le Hussein Keita, c'est un des rares combattants belges à l'UFC. Il y en a que deux. Et Du oui, coup, c'est vrai, on vous a pas dit, avec on a son des arrivée. Belges dans l'équipe. On a des Belges dans l'équipe. Voilà. C'est Bon, vrai, il n'y a il- qu'un vrai belge. Oui, bon, Voilà, MK, je vais pas MKS, parler des pronos désastreux de MKS. entre MKS, qui habite en Belgique et Vu qui nous fait croire qu'il est belge un moment sur deux, bon, il y a un moment, on sait plus où on en est, nous. Bref, oui, désolé, tu disais, Lee, désolé. Donc, je disais, alors, déjà, on est sur deux des meilleurs combattants hors UFC. Bon, Pitbull a 2 combats à l'UFC, mais avant d'être à l'UFC, c'était un des meilleurs combattants, si ce n'est le meilleur combattant en featherweight hors UFC. Keita, il est clairement en pleine ascension et il a tout à prouver. Alors que Pitbull, je trouve qu'il a beaucoup à perdre. S'il perd ce combat, ça va commencer à devenir compliqué. Parce qu'il perdra peut-être sa place dans le top 15 s'il se fait trop malmener. Je pense que Keita, il est très très puissant. Donc je le vois finir le combat dans le second round, après un round d'observation aussi. Sûrement un TKO, après lui avoir mis un gros knockdown, l'arrêt de l'arbitre. Voilà, je pense qu'il est parti pour faire une belle ascension à l'UFC. On continue avec un combat qui malheureusement on est triste parce que Faresiam a dû pull out suite au décès de sa grand-mère, évidemment, toutes nos condoléances. Kaoé Fernandez, du coup, un nouvel adversaire. Harry Hardwick, le champion featherweight du Cage Warrior, 13-3 en carrière. Je vais vous donner le profil. Je vais parler aussi de Kaoé Fernandez parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas. Kaoé Fernandez, c'est un lightweight qui est quand même très sous-estimé. Même moi, quand il y a eu l'annonce, je l'ai énormément sous-estimé sur le moment, mais parce que j'en avais marre qu'on donne pas un top 15 à Faresiam. Kaoé Fernandez, c'est un mec qui était déjà piège pour Faresiam. C'est un mec qui a des kicks destructeurs, c'est low kick et je pense qu'il va peut-être gagner via ses low kicks. Vous avez qu'à demander à Guram Kutateladze, il y a eu un combat à l'UFC Londres plus tôt dans l'année, c'est le combat qui avait ouvert la carte je crois, Fernandez contre Kutateladze, je vous invite à le regarder. Guram s'est fait détruire et découper en deux pendant 2 rounds face à Kaoé Fernandez et il a perdu par TKO. Kaoé Fernandez, il est très fort. C'est un mec qui a perdu plus tôt à l'UFC. Il est en 2-1 à l'UFC, mais ça ne reflète pas son niveau. Il est vraiment fort. Il est 95e mondial. Si on enlève les mecs qui sont pas à l'UFC, il doit être 45 mondial, aux alentours du top 40. Ça ne reflète pas son niveau. Pour moi, il est autour du top 25, grand max top 30. Donc voilà, du côté d'Harry Hardwick, c'est du coup comme je vous dis, c'est un mec qui est en 13-3, c'est un featherweight qui du coup monte de catégorie vu que c'est en short notice. C'est un mec qui est... c'est un bon striker mais sans plus, c'est un bon grappleur mais sans plus. Il n'y a pas du tout un knockout power. Il frappe vraiment pas fort. Il peut mixer avec sa lutte, mais face à Kaoé Fernandez, j'ai du mal à me dire que ça va passer. C'est un mec qui pour moi n'a pas le niveau UFC, je vais être honnête. Ouais, il est là parce qu'il manquait quelqu'un quoi, mais je vois Kaoé Fernandez le mettre KO quoi. Allez, un petit deuxième round avec les kicks comme il a fait Kutateladze quoi. Je vous laisse vous me dire ce que vous en pensez, mais pour moi on est sur un clair 80-20 voire 85-15 pour Fernandez. Combat que je trouve pas très intéressant, en tout cas moins intéressant que Ziam contre Fernandez. Déjà c'est un très court short notice pour Hardwick, qui en plus est un featherweight, donc pas habitué à ce genre de gabarit. Pas le nom, je suis aussi assez d'accord, il a pas le niveau UFC. Peu de surprise, c'est un short notice, donc dans un short notice généralement c'est le meilleur tout simplement qui gagne. Il n'y a pas beaucoup d'histoire de game plan, surtout à ce niveau de short notice. C'est surtout que les mecs, désolé, c'est juste que les mecs qui arrivent à l'UFC sous short notice, généralement ils ont rien à perdre. Du coup, généralement, c'est même là où ils sont meilleurs. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Donc, ouais, je pense Fernandez par KO, j'ai pas grand chose de plus à dire, sûrement dans le round, dans le round 3, pour être différent de toi. Moi, j'en ai aucune idée particulièrement. Je connais pas assez les deux combattants pour dire quoi que ce soit. Je connais juste Hardwick parce que il combat au Cage Warrior. Voilà, il avait été au Dana White Contender Series. Il avait perdu par décision unanime. Donc voilà, si je me base simplement sur ça, c'était il y a 2 ans, certes, mais voilà, depuis, il a juste eu une victoire à la décision et une défaite à la décision. Donc voilà, je me dis, voilà, en 2 ans, 2 combats en 2 ans, je vois pas pourquoi d'un coup il aurait beaucoup plus le niveau UFC, surtout que c'était pas vraiment le niveau UFC, c'était les Dana White Contender Series. Donc voilà, je vais me baser simplement sur ça. Et je vais partir du principe que Fernandez c'est le niveau UFC, il a plusieurs combats à l'UFC. Hardwick il a... Non, je dis n'importe quoi en plus. Je dis n'importe quoi, je suis pas du tout sur la bonne page.
Non, parce que c'est je regardais, parce que son nom me disait rien pour les dernières Contender Series. Non, je dis Non. n'importe quoi. Non, J'étais il pas est du sur. tout sur le bon truc. C'est pour ça que T'étais je sur regardais, qui? je me dis bon bah voilà. T'étais sur qui? George Hardwick, ça n'a rien à voir du coup. Bah Non. tu supprimeras. Ah bah non, mais c'est marrant, c'est drôle. Bah attends, Vas-y, ils du coup. combattent tous les deux Hockey joueurs ailleurs. Mais Ouais, non, là, Georges, ok. Georges, c'est un featherweight, le Georges. J'en ai aucune idée, j'ai juste regardé. Ils sont peut-être frères. Euh, non, mais je sais pas, mais ouais, parce que du coup l'autre, bah ouais, bah du coup ça change tout. Parce que t'as Vas-y, pas je fait d'analyse, du recommence. coup. T'as pas fait d'analyse, du coup. Il est en 7-0 en plus, ok, le Warrior. Ah non, mais j'ai dit que j'ai pas fait d'analyse. J'ai rien écrit là, j'ai pas eu le Oui, mais en temps. même temps, normal, En le plus, combat il a été annoncé aujourd'hui. ah mais j'ai tout fait aujourd'hui, mais j'ai pété mon meuble entre deux là, le meuble qui est derrière, donc j'ai pas eu le temps de finir. Bon alors, Hardwick contre Fernandez. Du coup, Désolé, j'en ai. ça me filme que tu reprennes 2-0 alors que ce que t'as dit avant va rester au montage. Je te le Non, mais spoil. bon, j'en ai aucune idée. En fait, je pensais que je me suis trompé de personne déjà. Du coup, Hardwick, il a pas de combat de prévu, je crois, a priori. Donc du coup, il est en short notice aussi. Fernandez, du coup, bah, il est préparé. Que voilà, rien que pour ça, je vois Fernandez. J'ai pas beaucoup plus d'explications, je connais pas assez les deux combattants. Après, néanmoins, Hardwick, il a quand même que des finishes sur ses 4 dernières victoires. Ah non, pas du tout, il a une décision. Sur son dernier combat, je dis n'importe quoi. Enfin voilà, il a deux KO techniques, une soumission, donc c'est pas mal, mais je sais pas où je pars, je n'en sais rien. T'en fais pas, Louis. On va vite quitter ce combat. On va aller Donc, sur le prochain pour te sauver. On va aller sur le prochain combat pour te sauver, mon Louis. T'en donc je fais vais pas. dire Allez. Fernandez à la décision pour suivre le groupe, mais voilà, j'en ai aucune idée sur ce combat. On continue avec du coup l'avant-dernier combat de nos pronostics. Bolajioki, le Belge, va affronter l'Anglais Mason Jones. L'Anglais, n'importe quoi, le Gallois Mason Jones. Elite, toi qui es belge, je te laisse nous parler d'Oki, je te laisse nous dire ce que tu penses de ce combat objectivement et subjectivement. Pour toi, qui va gagner comment va se passer le combat? Bah, déjà, faut pas dormir sur ce combat, ça risque d'être une folie. C'est deux gros finisseurs. Maintenant, je vais encore une fois pas être très objectif. Je vois très facilement Bolajioki juste parce qu'il est belge. En attendant, c'est du coup pour Jones, c'est il a un seul combat à l'UFC, je pense, si je me trompe pas. Et c'est une décision. Dans Donc son peut-être deuxième run. qu'il a- Dans son deuxième run. Il était en Ouais, 1-2 dans son deuxième premier run. run. Pardon. Et donc là, il est sur une décision, donc j'ose espérer qu'il sera plus dans la gestion, qu'il va pas essayer d'être trop offensif pour laisser plus de place à Bolajioki. Je vois un KO de Hoki. Pourquoi pas dans une belle guerre à la fin du troisième round, comme un beau combat comme Nate Landwehr contre Morgan Charrière. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, à l'UFC, Hoki n'a perdu que contre un très gros prospect, si on peut parler de prospect, donc contre Duncan qui sort d'une guerre contre Rebecki, qui est très proche du top 15. Sinon, c'est que des victoires. Bah, il y a un combat Donc, du top 15 là. Je pense même qu'il prochain combat, ça va être un top 15 hein, pour Bah, lui. personnellement, je le vois. Rebecki et lui étaient deux combattants qui étaient proches du top 15, donc je pense qu'il ira au top 15, même si c'est pas trop le sujet. Mais voilà, j'espère un KO de Hoki dans le troisième round après un très beau combat, un fight of the night, une performance of the night, mais ne dormez pas sur ce combat en tout cas. Et du coup, c'est ton avis subjectif et objectif, Bolajioki. Honnêtement, je pense que j'aurais pas été belge, j'aurais quand même mis Bolajioki. Ouais, c'est un très bon combattant, je trouve. Je le préfère de toute façon, même si au-delà du fait qu'il soit belge ou pas, c'est un combattant que je trouve Juste le combattant. plus sympa. Voilà, donc, voilà, c'est un combat qui risque d'être serré, mais je vois. Ok. Qu'avantage d'allonge pour Jones, il est sur une série de 5. Bah quoi? Mason Jones. Ça me filme, tu me parles qu'en stats. Tu ne parles que en stats, rien d'autre. Ça me Non mais filme. c'est juste l'analyste. j'ai pris les allonges pour voilà pour mettre du contexte. Oui, non En mais tout cas, excuse-nous, voilà, il est sur 5. Antoine Simon. Il est sur 5 victoires. Il a 4 combats en 2 ans, donc il est quand même un minimum actif. Il a fait son premier combat à l'UFC cette année là face à Jeremy Stephens. Bon, la décision c'est pas forcément terrible. Hein. Stephens il est quand même
plus vers la fin que vers le début. Oki, c'est 4 combats en 2 ans, un TKO, 2 décisions, une défaite par soumission. Donc voilà, je vois Jones gagner. Je suis désolé pour nos amis belges, mais voilà, je le vois gagner. Je ne Tu peux vois dire pas notre ami belge. Hein. Bolaji Oki. On a qu'un belge. Ouais, notre ami belge et les imposteurs belges qui travaillent avec nous. Ah non, qui MK, sont c'est belges, le plus pas gros belges. imposteur. Mais en tout cas, voilà, je suis désolé, mais moi je vois Mason Jones gagner à la décision. Voilà, une décision un petit peu chiante. Qui joue entre Oki et Jones. D'un côté, on a Oki qui est un excellent combattant qui, comme tu l'as dit, Elite, sa seule défaite récente, c'était face à Chris Duncan à l'UFC Paris l'année dernière. Avant ça, c'était son tout premier combat UFC, son tout premier combat tout court dans sa carrière, sa défaite. Il est en 10 ans en carrière. De l'autre côté, on a Mason Jones qui est en 16 ans en carrière. Mason Jones, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en 2-2 à l'UFC. C'est son deuxième run à l'UFC. Son premier run, il avait commencé sur une défaite face à Mike Davis, qui est excellent. Un no contest face à Alan Patrick. Une victoire à la décision face à David Onama, qui est aujourd'hui classé chez 66 kg, et une défaite face à Ludovic Klein, que ce soit Ludovic Klein ou Mike Davis, c'était à la décision. Et Ludovic Klein et Mike Davis, c'est deux mecs qui sont très proches du top 15. C'est quelqu'un qui est en 12-0 au Cage Warrior, qui était champion Cage Warrior. C'est quelqu'un qui est sur 5 victoires d'affilée, une à l'UFC. Sur ces 5 dernières victoires, il y en a 3 par KO, dont 1 au premier round. Sur ces 16 victoires, il y en a 7 par KO. Bolaji Oki, lui, sur ses 10 victoires, il y en a 6 par KO. 5, pardon, par KO. Oki a un moins bon sol que Jones. Je pense que Jones arrive à mieux varier le sol et le striking. Donc peut-être que Jones pourrait prendre l'avantage sur ça. Je pense que Jones frappe plus fort que Oki, même si Oki frappe très fort. Oki est très physique. Je vous le dis, mon premier pronostic, c'est une victoire à la décision de Jones. Je vais changer ça et je vais partir sur une victoire par KO, 3e round de Mason Jones. J'aimerais voir Oki gagner, évidemment, compatriote belge, toujours. Je préfère Oki à Jones. Maintenant, je pense que Jones, c'est peut-être meilleur comme combattant. Je pense que Oki, on a quand même vu ses limites, je dirais. J'ai pas été ultra satisfait de sa dernière performance. Et du coup, je vois Jones gagner. Jones, il a une grosse puissance de frappe. Je pense qu'après une belle guerre, Oki pourrait être fatigué et pourrait se prendre un KO. Et le pire, c'est que je vois vraiment un KO, moche KO, quoi. Vraiment un KO qui fait mal à voir. Mais bon, je vais partir sur Jones KO. Mais comme tu l'as dit, Elite, faut pas dormir ce combat. Ça pourrait de très loin être le Fight of the Night. En tout cas, ça va être une énorme guerre, ça c'est sûr et certain. On termine avec le dernier combat de cet événement, avec le main event, le combat que personnellement j'attends le plus. Nassourdine Imavov contre Caio Borralho, le numéro 2 de la catégorie des 84 kg, contre le numéro 7. Clairement, j'en avais parlé dans la vidéo qu'on avait fait sur les prochains contenders chez les middleweight. Allez la voir d'ailleurs. C'est vrai, on en a parlé. Mais je pense vraiment que Nassourdine va nullifier Caio, il va le mettre KO. Je sais pas à quel round, je pourrais mettre un round dessus après, mais je pense que Caio il est bon partout sans être transcendant quelque part, alors que Nassourdine il a une très bonne anti-lutte et surtout en striking, je pense qu'il va le dégommer. Enfin, c'est le meilleur striker de la KT. Ça, c'est pas, ouais, c'est ça, il y a pas plus évident pour moi que ça. Donc c'est pas du tout le combat le plus dur à pronostiquer parce que contrairement à ce qu'on pense à l'international, Caio c'est pas un gars qui a prouvé beaucoup, c'est pas le gars que je vois arriver à la ceinture, hein. Je vois vachement plus RDR et Fluffy aux côtés de Nassour, donc j'espère que Nassour l'aura et je pense qu'il va clairement détruire Caio, ça devrait le faire. Il est meilleur, il a prouvé vachement plus que Caio. Il a même, pour en parler, entre guillemets, enfin pas vraiment, mais voilà. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais donc, allez, ils ont un adversaire en commun, peut-être plus, mais récemment, ils ont un adversaire en commun. Donc, c'est Cannonier. Les deux ont fait une très bonne performance. Maintenant, Caio n'a pas réussi à finir le combat, ce qui n'est pas le cas de Nassourdine, même si c'est pas le plus beau TKO d'histoire. Mais je pense que, ouais, non, Nassourdine fait tout ce que Caio sait faire en mieux, si ce n'est peut-être le sol. Mais voilà, je pense qu'il se débrouillera pour ne pas être dans une trop mauvaise position. Je le vois gagner par KO dans un combat compétitif, je pense, au round 4. Je vais vous corriger, déjà, vous avez dit Nassourdine, meilleur striker de la KT. Non, le meilleur striker de la catégorie, c'est Adesanya. Maintenant qu'on est reparti sur de bonnes bases. Néanmoins, je pense que le meilleur combattant de MMA de la catégorie, je pense que c'est Imavov. En lutte, c'est Ramzat. En striking, c'est Adesanya. On est d'accord, on va pas se battre. Néanmoins, en combattant de MMA pur, niveau complet, je pense que Imavov c'est juste le meilleur de la KT. Je pense que comme Elite l'a dit, Borralho, pardon, c'est juste Imavov en moins bien. Il est complet. Il transcende nulle part.
Contre Canonnier, même s'il l'a pas fini, je pense qu'on s'en fout un petit peu, puisque Canonnier, déjà, il n'y a personne qui le termine vraiment, il est indestructible. Néanmoins, Boralo, il a pris vraiment de tarif. Il avait des cicatrices, il avait des plaies sur le visage gigantesques. En plus, voilà, contre le classement actuel, Boralo, il a rien prouvé. Il me pète les burnes sur les réseaux sociaux. Il parle de trop, c'est le fighting nerd que j'aime le moins. Franchement, si Nassourdine, il pouvait le mettre KO, ce serait parfait. Nassourdine, c'est le disciple originel de Nicolas Hoth. Donc voilà, c'est celui qui était là depuis plus longtemps. On a vu qu'il a parfaitement appliqué son game plan face à Allen. Il a parfaitement appliqué le game plan face à Adesanya. Contre Allen, ça a complètement démoli sa lutte, ça l'a nullifié. Contre Adesanya, il a contré son striking, il a pris la seule faiblesse qu'il a pour le mettre KO. C'est le premier à l'avoir mis KO de cette façon. Et je pense que pour Boralo, un mec qui est bien moins technique, qui est bien moins pour moi puissant même que Adesanya, enfin voilà, bref, qui est moins fort qu'Adesanya, qui n'est pas une des grosses menaces de la KT, je pense que Imavov va le mettre KO. Je pense qu'il va le contrer. Et s'il n'y arrive pas, je pense qu'il pourrait partir en lutte. Voilà, je pense qu'il a l'embarras du choix. Il peut faire une décision cool, il peut faire une décision chiante sans prendre de risque. Et je pense même qu'il peut le mettre KO et qu'il va le mettre KO. Donc voilà. Il a le temps. Donc je pense que ça sera entre le troisième, enfin le deuxième et le quatrième round. Je me mouille pas trop, j'avoue. Mais si je devais parier, je dirais quatrième round. Le temps de prendre la température, le temps d'imposer son style, d'imposer des feintes, d'imposer des réactions. Et voilà, dès qu'il a une ouverture, de le mettre KO. Et j'espère que ce sera ça. J'espère qu'on n'est pas dans un narratif où KO gagne. Et j'espère qu'il va se faire mettre KO. Merci à tous. Alors, moi, j'ai souvent dit que pour moi, il n'y a aucune autre issue que Nassourdine par KO. Ça peut être un combat serré, comme ça peut être un combat totalement déséquilibré, mais pour moi, si c'est un combat déséquilibré, c'est que dans un seul sens, c'est que Nassourdine domine le combat. Et pour moi, en striking, Boralo ne peut rien faire. Vraiment. Pour moi, en striking, il ne peut absolument rien faire face à Nas. Nas pourra le contrer, peu importe ce qui se passe. Nas est plus rapide, Nas fera plus fort, Nas est plus précis, Nas est un meilleur timing. Nas est meilleur en tout, en striking, donc jamais Boralo le passera. Même avec les coudes, les genoux, peu importe. Nas est meilleur en striking, c'est sûr et certain. Pour ce qui est du grappling, je pense que Nas a un bien meilleur grappling que ce que beaucoup veulent nous faire penser. Je pense que Nas a un vrai bon grappling. Je pense qu'il a une vraie bonne défense de lutte. Il a jamais été réellement attaqué en grappling, Nas, à part Allen. Récemment, évidemment, je parle. À part Allen, oui, Allen l'a mis au sol. Il a été surpris. Mais après, il a rien foutu de tout le round, Allen. Pendant 4 minutes, il a rien fait du tout, Allen, parce que Nassourdine a su totalement se défendre. Et je vais aller sur un KO de la part de Nassourdine. Je pense qu'il peut éteindre KO. Je pense qu'il va éteindre KO sur un contre. Où KO sera fatigué. Je pense qu'on sera sur un KO peut-être tardif vers... J'hésite entre le 3e et le 4e round. Je vais aller sur le 4e round, je pense. Sur une droite que KO va vouloir mettre un bras arrière. Nassourdine va être beaucoup plus encore, va avoir plus d'énergie que lui. Il va savoir esquiver. Il va lui mettre un contre avec un crochet au corps, puis un bras arrière. KO va tomber. On va finir sur un TKO. Et je vois bien une victoire par TKO. 4e round de Nassourdine Imavov. On est chauvin, mais j'ai essayé d'être objectif le plus possible personnellement. Et... Non, là, sur ce combat, franchement, le narratif, en fait, c'est juste que Nassourdine, il ouvre juste pas assez sa gueule. Et du coup, pour les Américains, il est vu perdant. Encore. Mais c'est juste ça. Moi, je trouve qu'il ouvre peut-être moins, mais à chaque fois qu'il ouvre... C'est pas une reproche, c'est pas une reproche, c'est pour les Américains, tu vois. Il se fait pas assez remarquer, donc du coup, il est vu perdant, mais en fait, j'ai l'impression... il va choquer. J'ai l'impression que les Américains, c'est si t'insultes, t'es le nouveau Connor. Si t'insultes, tu vas gagner, on va te kiffer. Sauf que non, si le mec insulte, c'est qu'il est frustré, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. Pourquoi t'insultes le mec? Si t'es sûr de gagner, t'as aucune raison d'insulter le mec. Tu vois, Nassour, il l'insulte pas. Nassour, en vrai, il lui montre juste qu'il est meilleur. Parce que Boralo, c'est surtout pour... il a call his shot. Il a insulté pour le provoquer, pour la com, pour l'avoir. Mais j'avoue que je trouve que Boralo, vraiment, il a forcé. C'est chiant. Et puis les coups de com de Nas, ils sont bien mieux. C'est vraiment bien pensé. Puis voilà, ils sont cool, les 2 gros coups de com qu'il a fait, ils sont super cool. Et voilà, maintenant il a plus qu'à faire parler ses points comme il le fait d'habitude. Et que le meilleur gagne, c'est-à-dire Nassourdine Imavov. Après, moi j'ai une chose que j'ai peur, c'est que Caio Borralho, depuis qu'il a battu Canonnier, ne demande que Nassourdine. Rien d'autre.
Et Ouais, s'il aussi, fait ouais. que demander Nassourdine et qu'il a eu Nassourdine, c'est-à-dire que ça fait peut-être 1 an qu'il se prépare à affronter Nassourdine et qu'on sait que les Fightingers, ils sont ultra analystes, ultra. Voilà, leur coach, c'est un génie de l'analyse dans le MMA. 1 an où tu te prépares sur Nassourdine, j'ai quand même peur qu'il soit autant confiant, tu vois. Je me demande quand même s'il est autant confiant que ça fait qu'1 an, il fait que demander Nassourdine. Vu comment Ah ils bah, préparent leur y a combat, moyen qu'il ait vraiment le trou dans son jeu et qu'il sait oui, très mais bien comment aller à la ceinture. Mais voilà, après, Nicolas Haute, c'est un peu le fighting nerd français aussi. Ce qu'il a fait à Adesanya, c'est sale hein, quand même. oui, mais Ça, tu vois, par personne n'a exemple, fait ça avant. là, ce que Moïcano a pu analyser de BSD et que c'était assez simple en fait. BSD il commence toujours ses combats avec un coup au corps, avec un coup de jeu, avec un coup bras, jambe BSD, arrière. Tu vois, donc c'est c'est facile à chaud. lire. Il est arrivé, gros, il Nas, avait zéro game plan. Genre, tu oui, vois, mais c'est pas. Mais en fait, c'est pas. Nassourdine, il va pas arriver avec zéro game plan. Oui, Tu mais vois, tu vois, BSD, il l'a dit. Il avait pas ce de que je head veux dire, coach, c'est rien. que Moïcano, il a su lire BSD, il s'est préparé parce que BSD, il savait que BSD allait lui mettre une jambe arrière au corps dès le début du combat parce que c'est comme ça qu'il commence tous ses combats. BSD. Nassourdine, il est beaucoup moins facile à lire, surtout depuis qu'il y a Nicolas Haute. Il est beaucoup moins facile à lire et même si tu veux le lire, il y a pas de souci. Mais tu veux le dominer où s'il est meilleur partout, tu vois? Bah, c'est pour ça, on verra bien, mais voilà. Moi, je pense quand même. En fait, ce qui me fait aussi dire ça, c'est que Boralo, il est trop confiant, justement. Tu vois, il trouve vraiment que Nassourdine, c'est une merde. Donc, justement, je pense que Nassourdine, il va le choquer. Et à côté de ça aussi, tu vois, il mise beaucoup sur la com. Là, il est allé au MMA Factory. Enfin, voilà, il est beaucoup sur la com. Donc, voilà, c'est tout ou rien, je pense, honnêtement. Mais je pense quand même que c'est une victoire facile pour Nassourdine avant la ceinture. Et de toute façon, s'il est champion, il devra affronter tout le monde. Donc, On vous rappelle une chose, que ce soit Louis, moi, Ralph ou Hypno, ou même Jus, on sera sur place à Paris ce week-end. On vous fera un vlog de notre week-end à Paris. on Et puis signera des autographes. Il n'y a pas de souci. ça doit être ça. On vous invite évidemment à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux Cage Spirit MMA, que ce soit TikTok, X ou Instagram. Comme d'habitude, nous diffusons l'UFC sur notre serveur Discord tous les samedis. Ça compte aussi pour ce week-end, car que ce soit Elite, que ce soit J, que ce soit MKS, ils seront là. Et puis de toute façon, c'est une entraide entre tous, donc tout le monde sera là évidemment pour vous aider aussi sur le Discord samedi. Nous, on sera sur Paris, à l'Accor Arena. C'était OS, c'était Louis, c'était Elite pour Cage Spirit.